transports par bateau ont augmenté. Après, avec la crise ukrainienne, les denrées ont commencé les prix ont commencé également à monter. Mais progressivement, avec l'introduction de l'énergie solaire qui a un effet sur l'irrigation et les bonnes pluies que nous avons connues, et aussi le retour à la terre, qui est important dans nos villes, progressivement qu'il y a. Depuis le début de cette année, nous voyons que l'inflation alimentaire sur tous les marchés au Tchad a baissé, pour ce qui concerne, pour ce qui nous concerne. Donc, en matière d'inflation, les choses s'améliorent. Pour le climat, évidemment que pas trop cette année, mais l'année dernière, comme en 2023, les pluies ont été abondantes, elles ont eu un effet sur les cultures, dans nos villes. En temps, le gouvernement a pris beaucoup de mesures d'assainissement, de voiries urbaines qui sont en construction ou bien qui ont été construites. Et mis l'un dans l'autre, cette année, par exemple, nous ne déplorons pas une difficulté particulière. Et le climat fait que les répartitions des eaux, comme le Tchad est un pays très vaste, se sont étalées. Il pleut beaucoup plus au nord, il ne pleuvait pas beaucoup. Peut-être que ça, voilà, il y a une espèce de... À l'échelle du pays, la situation n'est pas si dramatique que ça. Le lac qui se remplit davantage. Donc, il y a de bons côtés, il y a de... Voilà. Justement, vous êtes parti un peu sur le fait de nous expliquer, mais économiquement, j'y arrive. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour un peu soutenir cette inflation et aussi ce changement climatique qu'aujourd'hui la population tchadienne vit? Disons que le gouvernement a encouragé beaucoup de polders, par exemple, au lac ont été. Il y a eu d'importation d'engrais, il y a beaucoup de propagande, beaucoup de projets qui interviennent aussi dans le monde rural, beaucoup de bonne volonté aussi. On a des prix qui baissent sur les marchés, par là, etc. Je pense que vous avez suivi sur le marché le maïs, un certain nombre de produits agricoles qui coûtent moins cher qu'il y a un an. Donc, ça dit que les Tchadiens, leur nombre n'a pas diminué, mais c'est la production qui a augmenté. Donc, et aussi les routes, il y a davantage de routes plus qu'ailleurs. Donc, c'est tout ça qui contribue à ce que le niveau de l'inflation baisse. Je voudrais aller dans le même sens des questions de ressources. Comment faites-vous, et surtout votre département, comment vous faites pour renforcer la mobilisation des ressources et surtout la transparence, par exemple? Voilà, c'est une question très importante. Nos recettes propres, hors pétrole, ont atteint cette année, dans le budget, on a prévu 1000 milliards, c'est la première fois. Beaucoup de pays, pour atteindre les 1000 milliards, ils ont fait 30 ans, 40 ans. Côte d'Ivoire, c'est dans les 40 ans, d'autres 50 ans après les indépendances. Donc nous, on est arrivé l'année dernière. Et beaucoup de pays sont passés de 1000 milliards à 2000 milliards très rapidement, en 5-6 ans. C'est-à-dire que quand tu arrives à ce plateau, ça te permet de financer ton fonctionnement et de garder un peu pour l'investissement. Plus les ressources comme minières, pétrolières, s'il y en a, ou bien extérieures, qui permettent d'amplifier l'impact de la dépense publique sur l'économie dans son ensemble. Donc, nous, comment est-ce qu'on est arrivé à là? Il y a l'environnement global du climat des affaires qui s'améliore. Nous avons baissé quand même beaucoup de taxes. En baissant les taxes, l'effet, c'est que ça ne réduit pas, mais ça encourage les gens aussi à se formaliser. Et nous avons aussi formalisé davantage avec la digitalisation, avec e-tax, avec la facturation électronique normalisée. Nous avons élargi l'assiette fiscale, c'est-à-dire le nombre d'entreprises. En 2019, l'ensemble des entreprises immatriculées au niveau des impôts était autour de 800-900 entreprises. Maintenant, nous sommes autour de 8000 entreprises. Ce n'est pas qu'en 2019, il n'y avait pas d'entreprises. Il y en avait, mais qui étaient méconnues des impôts. Donc, avec la facturation électronique normalisée, avec les paiements mobiles, avec les paiements, les télépaiements, avec l'exigence d'un certain nombre de documents de manière digitale,
pour que les entreprises puissent accéder à des marchés publics ou bien pour que les entreprises puissent se déduire les dépenses, hein, les achats des unes, quand une grande entreprise achète auprès d'une autre, si celle-ci n'est pas sur le système de facturation électronique normalisé, ou bien ils taxent, les impôts ne reconnaissent pas. Donc, il y a un environnement vertueux dans lequel l'ensemble des entreprises évoluent et qui les amène à aller. C'est la transparence, mais aussi c'est la saine concurrence. Et il y a aussi beaucoup de bonnes collaborations entre les impôts, entre les trésors, entre les domaines et l'ensemble de ces régies. Avant, chacune des régies fonctionnait avec les entreprises sans que l'autre ne soit au courant. Une entreprise peut avoir des problèmes, des ardoises au niveau des impôts, alors qu'au niveau du trésor, on la paye. Le trésor paye, alors que l'entreprise n'est pas en règle vis-à-vis des domaines, et ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qui fait que, voilà, tout le monde essaie de se ranger. Et nous allons progresser davantage. Et dans les provinces, à l'époque, dans les provinces, on ne pouvait pas avoir de livres, on ne pouvait pas avoir un cutis, donc on ne pouvait pratiquement pas se formaliser parce qu'il n'y a même pas les outillages et même pas les autorisations. Il y a seul le directeur général des impôts de Pingamena qui doit dire une entreprise qui est, disons, à Baïbokoum qu'elle est en règle. Il n'a pas les moyens de suivre cela. Donc maintenant, de manière digitale, on peut créer des entreprises en province, ça attaque la base à N'Djamena, on peut vendre de Mundo à une entreprise qui est à Béché, les impôts sont au courant, tout est traçable, tout est voilà, tout peut être justifié en comptabilité et lors des contrôles. Donc c'est tout cela qui a permis que progressivement nos recettes propres augmentent beaucoup plus que les recettes pétrolières ou bien les financements internationaux. Monsieur le ministre, ces genres de réformes sont déjà saluées par presque tous les Tchadiens, surtout en matière de la digitalisation de recettes fiscales. Mais les Tchadiens attendent aussi quand est-ce que vous allez maintenant vers la transparence dans la gestion des ressources publiques notamment. Voilà. Merci beaucoup. La transparence, c'est l'obligation des ministères des Finances, du ministre des Finances, c'est de collecter, enregistrer, classer et rendre compte. Payer et après comptabiliser et rendre compte. Chaque fin d'année au Parlement, à travers ce qu'on appelle les lois de règlement. C'est qui on a rattrapé 10 ans. En même temps qu'on a mis en place le SICFIP. Évidemment que c'est assez nouveau. Donc, sur l'ensemble du pays, ici et là, on peut ne pas avoir été assez vigilant, mais progressivement, le système que nous avons permet de rendre compte, facilite le mécanisme de réduction de comptes. Chaque année, on doit déposer la loi de règlement de l'année N-1, quand on prépare le budget de l'année N+1. C'est-à-dire que cette année, nous, on doit présenter la loi de règlement de l'année 2024. Voilà. Hein, quand on part pour déposer pour la loi de règlement de l'année, pour le budget 2026. Donc, on travaille et les mécanismes se feront. Nous avons le mécanisme de budget citoyen. On va aller encore davantage à plus de transparence. Justement, on vous reproche cela, surtout le manque de communication. Il y a déjà un site qui permet aux citoyens de regarder le budget, mais le décaissement, les financements, est-ce que pour certains Tchadiens, ils se disent que nous avons aussi droit de regard ou bien droit de citer sur cette question-là? Donc nous avons l'Observatoire des finances publiques qui est un site sur lequel nous publions l'ensemble de données sur le pétrole, sur les recettes pétrolières, en fin d'année les lois des finances quand elles sont exécutées. Donc à l'occasion des interpellations au Parlement, nous communiquons. Évidemment que nous travaillons aussi beaucoup. Hein. C'est la première fois que je viens à Electron TV. En 6 ans. Je ne sais pas si beaucoup de gens... Donc la transparence, c'est bien. La communication, c'est bien. Nous essaierons de davantage communiquer. Mais on est transparent. On rend compte. Donc c'est notre obligation. Et
on doit le faire. Je voudrais aussi réagir par rapport aux avancées, surtout de la digitalisation. Mon confrère l'a déjà dit, beaucoup de personnes ont fait mention et reconnaissent ces avancées. Mais Monsieur le ministre, quand on parle de la bancarisation, aucune province ne dispose pas des banques et autres. Est-ce que cela ne peut pas, est-ce que cela permet d'avancer vraiment sur tout l'ensemble, mais sur le territoire tchadien? Voilà. Donc, vous avez tout à fait raison. Nous y travaillons. Il y a quatre provinces qui n'ont pas de banque pour le moment, de mémoire, hein, la Tangilé, le Wadifira, je pense le Bata et un peu l'ensemble du Grand Buté et quelques, voilà, et peut-être le Bar et le Gazelle. Donc, pour ces provinces, il y a des provinces où des banques, des projets de création d'agences sont déjà très avancés. Il y a une ou deux provinces pour lesquelles nous y travaillons. Nous encourageons les banques à y aller. Nous donnons des facilités fiscales. Pour dire que quand elles s'installent dans une province, le personnel, il paye 50% moins de taxes. Et les investissements qui sont faits en province sont déductibles pour les banques à hauteur de 40% de la base taxable à l'IS. Hein. C'est des jargons un peu techniques, mais il y a des avantages certains pour y aller. Hein. Nous avons 10 banques. Là, nous venons d'avoir, avec l'accord de la COBAC, l'autorisation d'ouvrir à 2 banques encore supplémentaires, hein, Afriland First Bank du Cameroun et CCA Bank. On va passer à 12 banques. Donc, très rapidement, on augmente le nombre de banques de 2. On a des sociétés de télépaiement à qui on a donné des agréments, 2 ou 3. Et je pense que progressivement, on va y aller. On va y arriver. Hein. Donnons-nous 2026 pour couvrir tout le territoire, hein, tous les chefs-lieux de province. Ce sera vraiment le souhait de tout un Tchadien. Monsieur le ministre, permettez-moi de toucher un peu cette question de budget 2025. Est-ce qu'elle marque une volonté de relance économique ou bien plutôt de resserrer un peu la gestion? Tout à l'heure, peut-être vous avez touché... Le budget 2025, bon, c'est le budget en cours d'exécution. Tout à fait. Nous avons augmenté les dépenses, les investissements, on est autour de 800 milliards hein, d'investissements. De 800 milliards d'investissements, c'est quand même assez important. C'est le budget total de l'année 2019, par exemple. Total, fonctionnement, tout ça, c'est l'investissement de cette année. C'est pourquoi on a un réel impact dans nos villes, dans nos provinces, hein, des changements notables. Hein. Je pense que l'opinion est témoin pour parler vrai. Hein. Nous progressons. Alors, est-ce qu'on peut regarder un peu ce côté-là, surtout pour les questions du secteur privé? Quel est l'appui ou bien quel mécanisme fait au niveau de votre département pour soutenir? Il n'y a que ce côté réduction des taxes ou bien il y a d'autres choses que vous faites aussi? Disons que c'est un peu interministériel, ou bien le gouvernement dans son ensemble qui travaille à faciliter la vie aux entreprises déjà existantes et aussi à avoir des taxes compétitives, mais également une simplification, une facilité d'accès, l'accès aux fonciers, de meilleurs règlements, un code de travail qui soit en phase avec les réalités actuelles. Donc, tout cela mis ensemble, nous pensons que nous avons aujourd'hui un dispositif réglementaire, fiscal, douanier, financier, foncier, ou bien déjà préparé, ou bien en cours de préparation, et qui est au standard des pays, des meilleurs pays de destination des investissements directs étrangers, ou bien des investissements nationaux, de création des champions nationaux. Monsieur le ministre, vous avez parlé, je reviens, vous avez parlé de plus de 800 milliards d'investissements en une année. Quelle est la part des petites et moyennes entreprises? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'économie italienne est beaucoup plus soutenue par ce secteur informel. Non, disons que le secteur informel, il est récipiendaire. Hein, par derrière, il reçoit. Mais l'État ne peut pas fonctionner avec le secteur informel. Quand peut-être parlons plutôt des petites et moyennes entreprises. Donc, sur les investissements, sur le budget de fonctionnement, et les investissements sont des investissements parfois, pas des investissements très colossaux souvent.
Donc il y a beaucoup de petites entreprises qui ont gagné des marchés localement, ou bien à N'Djamena, ou bien qui sous-traitent avec d'autres sociétés. Donc, et les paiements se font à bonne date, on n'a pas de crise. Donc, alors, quelle est la place de la jeunesse et surtout de l'emploi dans cette politique économique de notre gouvernement? La place de la jeunesse est le grand atout de notre pays. Nous sommes un pays jeune, un pays en devenir, avec une population qui devient de plus en plus nombreuse. Une jeunesse, je pense, pour une bonne part, qui voit ce qui se passe, qui a voyagé aussi, et qui est, je pense, assez moderne et assez motivée et assez mobilisée. Je sens ça depuis qu'on travaille beaucoup sur le PND. Donc, pour la jeunesse, nous avions déjà des mécanismes de soutien, d'accompagnement, d'entraide. J'ai eu le plaisir d'être avec des jeunes start-upers il y a quelques semaines. Donc, il y a des mécanismes, il y a des financements qui sont prévus dans le cadre du PND, avec le soutien de la Banque mondiale. Dans le PND, nous parlions de 800 à 1000 jeunes à qui il faut trouver des financements. Là, nous sommes au moins autour de 1000 jeunes start-upers qui vont avoir bénéficier des fonds d'amorçage, c'est-à-dire que pratiquement à blanc, à hauteur de 10 000 $, et 10 000 autres jeunes qui vont avoir aussi 15 000 par personne, par entité, pour des fonds capacitaires, d'augmentation des capacités qu'ils ont. Donc là, c'est juste sur un des programmes que nous avons avec la Banque mondiale. Et l'État va mettre d'autres initiatives. Il y aura la loi, le Startup Act qui est en préparation au niveau du ministère en charge du commerce et de l'entrepreneuriat en quelque sorte. Donc la jeunesse n'est pas perdue de vue. Nous pensons qu'il faut que les jeunes soient davantage formés et mieux formés. L'enseignement supérieur, depuis quelques années, nous n'avons pas de retard des années élastiques. L'année se termine bien, donc les jeunes sont formés à temps. Nous augmentons le nombre d'universités et de centres de formation. Il y a un réel accent qui est mis sur les centres de formation professionnelle et d'augmentation du budget des centres de formation professionnelle, mais également de création dans le cadre de PND avec d'autres partenaires internationaux spécialisés dans l'enseignement d'une université d'au moins de 12 000 places pour les formations techniques et scientifiques. C'est une initiative portée et qui va démarrer après le PND porté par le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, là, vous parlez du côté de la jeunesse. Je voudrais parler un peu du pouvoir d'achat des ménages, par exemple. Que fait votre département pour pouvoir améliorer un peu? Disons, le pouvoir d'achat, quand l'inflation baisse, quand les produits alimentaires, les prix baissent, ça veut dire qu'il y a un pouvoir d'achat. Quand il y a plus d'énergie, progressivement, nous arrivons à améliorer le pouvoir d'achat s'améliore. Nous sommes passés d'une période de 2016-17 où les salaires avaient baissé de 50% à un rétablissement. Et depuis lors, les effets, les augmentations régulières se font. Nous sommes passés, le pouvoir d'achat des ménages, c'est ce que l'État distribue sous forme de salaire à la population. Nous sommes passés d'une masse salariale annuelle de 250 milliards à 700 milliards. C'est ça le pouvoir d'achat. Donc les ménages tchadiens recevaient sous forme de salaire de l'État par an 250 milliards en 2019. Maintenant, ils reçoivent 700 milliards. Ça, c'est de l'État central. Et les autres entités, les quelques entreprises qu'on avait, de grosses, disons moyennes ou grosses qu'on a, ont aussi le chiffre d'affaires qui a augmenté. Et des recrutements se font. Et dans le cas du PND, plus d'emplois va être créé, d'emplois pour les jeunes, pour l'ensemble de la population. Monsieur le ministre, ça c'est une façon un peu plus macroéconomique, mais quand on revient un peu de la façon la plus micro, on voit qu'aujourd'hui certains ménages n'arrivent pas à joindre le deux bouts. Que ce soit même les fonctionnaires, aujourd'hui on voit un peu ce qui se passe avec les enseignants, qui se plaignent un peu des conditions de vie, les loyers, le panier de la ménagère, le coût de la vie en N'Djamena. On se demande, est-ce que l'État ne peut pas encore aller plus dans du social et élever un peu le niveau de vie des fonctionnaires? Voilà, les fonctionnaires, c'est 150 avec
200, 300 000. Les Tchadiens, c'est 18 millions. Donc l'État doit s'occuper aussi de tous les, pas que des fonctionnaires. C'est ça aussi qu'il faut qu'on... Hein? Les fonctionnaires, nous qui sommes, disons, au niveau de l'État, nous ne devons pas penser que tout le pays appartient à... Voilà. Le pays appartient à tous les... On est 19 millions de plus. Donc, plus on augmente les charges de fonctionnement de l'État, plus il y aura moins d'argent pour investir en faveur du développement du pays et de la population. Et on a aussi les comparables. Nous regardons et on nous met en face aussi de ce que gagnent les fonctionnaires dans les pays comparables. Je ne pense pas que, je ne vais pas citer de pays, ni au Sahel, ni en CEMAC, qui est des pays, on soit le pays où les salaires sont les plus bas. On est l'un des pays où les salaires sont les plus élevés. On est l'un des pays où les syndicats sont les plus forts. Où il y a plus de grèves et tout ça. Est-ce que c'est pas vrai ça? Non, c'est vrai, mais beaucoup plus c'est le coût de la vie que les gens mettent en avant. Non. Il y a aussi un peu de politique. Hein. Ce n'est pas que le coût de la vie. Il y a, je ne dirais pas qu'il y a des syndicalistes qui étaient... Voilà. Donc, mais c'est une autre époque. Nous tournons-nous vers avançons. Hein. Moi, je voudrais, si vous permettez, revenir. On reconnaît un peu les efforts que le gouvernement fait aussi, mais cette question de prix des produits qui reste toujours élevé sur le marché. Donc, il n'y a pas... Disons que les produits, quand le maïs coûte cher, à la fin de la journée, c'est le paysan qui gagne. Quand un mouton coûte cher, ça veut dire que c'est l'éleveur qui gagne. Et les éleveurs et les agriculteurs sont parmi les Tchadiens les plus pauvres. Donc les urbains, parce qu'ils ont les médias, ne peuvent pas contraindre. Et vous prenez un mouton au Gabon, en Côte d'Ivoire, ou bien, je ne sais pas, dans tous ces pays, quel est le prix? Il est certes plus élevé qu'au Tchad. Mais les salaires ne sont pas 3 ou 4 fois plus élevés, alors que le mouton est 3 fois ou 4 fois plus élevé. Et même le maïs est plus élevé, le prix. Peut-être que le riz, mais... et aussi, pour que l'agriculture tienne, nous ne devons pas contraindre par des mesures administratives les gens à baisser. Si nous forçons les paysans à vendre leur production moins chère, ils ne vont plus produire. On va être dépendant d'eux. Donc le mieux, c'est que plus les prix des produits montent, plus tout le monde va aller faire de l'agriculture. À un moment, le sésame, les prix ont commencé à monter, mais tous les Tchadiens sont partis faire du sésame. Donc c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand les prix montent, la production va monter pour faire baisser les prix. Mais l'État ne peut pas décréter la baisse des prix, ou bien si c'est faisable, ben, on va prendre des mesures pour baisser tous les prix de tous les produits. Mais le lendemain, il y aura des pénuries. Et les pénuries, c'est plus difficile que... encore qu'aujourd'hui, sur le marché, les prix ont baissé. Monsieur le ministre, en vous écoutant, c'est comme si le prix n'est pas vraiment très élevé. À un temps, vous avez même annoncé l'exonération des taxes sur les produits de première nécessité, ce que vous avez compris qu'il y a un problème. Non, on a baissé. Et les prix des produits de première nécessité, les prix sont toujours bas. C'est toujours, il n'y a pas de taxe. Mais l'important pour faire repartir l'agriculture, c'est de laisser le marché réguler, c'est de permettre qu'il y ait plus de techniques agricoles, qu'il y ait plus de machinerie, qu'il y ait plus d'équipements agricoles, qu'il y ait plus d'engrais, qu'il y ait plus d'encadrement. Donc, dans le cadre du plan national de développement, il est prévu la création et l'installation d'unités d'industrie de production d'engrais au Tchad, d'industrie de production privée d'équipements agricoles. Il y a des mesures d'études sur les sols, d'augmentation de notre production agricole de 50%, pour que nous puissions non seulement nourrir le Tchad dans son ensemble avec beaucoup d'aisance. Même actuellement, le Tchad est considéré comme l'un des pays où les importations de produits alimentaires et les exportations de produits alimentaires s'équivalent. On peut même dire que nous exportons un peu. Hein? Si on prend certains produits, donc on n'est pas des pays dépendants de l'exportation pour que les Tchadiens mangent et vivent.
Donc nous produisons, les Tchadiens produisent de quoi se nourrir. Mais ça n'empêche pas que d'autres politiciens essaient de mettre dans la tête des gens que ça ne marche pas au Tchad. Et justement, pour d'autres, aujourd'hui, ce sont les grands investisseurs, surtout certains Tchadiens. Et récemment, on entend chez vos collègues, surtout du gouvernement, que ce sont parfois des commerçants véreux qui essayent de mettre en difficulté un peu les citoyens tchadiens, parce que ceux-là qui ont les moyens, qui aujourd'hui, ce n'est pas seulement les paysans qui font l'agriculture, aujourd'hui il y a beaucoup de Tchadiens qui ont les moyens, qui ont investi vraiment des terres, mais réellement sur le terrain, rien ne change. Non, mais comment rien ne change? La variable, c'est le prix. Les prix baissent. Si les prix baissent, ça veut dire que ou bien les Tchadiens ils ont commencé à faire le ramadan, ou bien la production est suffisante. Les prix ont baissé. Hein? Tout le monde est conscient de ça. Ça veut dire que la production a augmenté. Donc, les commerçants, non, les commerçants, s'ils ne sont pas là, qui va faire la distribution? Et si les producteurs ne sont pas là? Beaucoup de fonctionnaires aussi, ils se donnent à l'agriculture, donc je pense que c'est une bonne voie. On a comme l'impression que les commerçants ne jouent pas franc jeu. Non, non, l'État ne protège pas les commerçants. La loi, c'est quoi? C'est que si les prix sont très hauts, d'autres vont entrer et les prix vont baisser. Ça, c'est un peu la loi de l'offre et de la demande. C'est l'un des premiers éléments en économie. Hein. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, quand les prix sont élevés, l'offre va venir de partout pour tirer les prix vers le bas. Je voudrais qu'on aborde cet axe-là sur la question de la fluctuation du pétrole, par exemple. Quelles politiques concrètes votre département envisage mettre pour pouvoir diversifier, pour ne pas que l'économie puisse être tout le temps vulnérable par rapport à cette situation? Voilà, le pétrole, les prix ont baissé, nos recettes ont diminué. Hein, comme continue de baisser en pétrolière. La production a stagné depuis quelques années, vous savez, la production n'est pas beaucoup montée. L'État d'abord essaie de relancer les recherches pour qu'il y ait plus de recherches, plus d'exploration. Il n'y a que à peu près 5% du territoire tchadien qui a fait l'objet de recherches pétrolières. Le reste, on ne sait même pas s'il y a du pétrole ou s'il n'y en a pas. Donc, il faut davantage donner des permis. Hein? Il y a peut-être 10 ans, 15 ans, on recherchait plus de pétrole, ou 20 ans, ou même 30 ans. Il y avait plus de recherches pétrolières que maintenant. Ce n'est pas normal. Donc, on va relancer les recherches pétrolières. Et en plus du pétrole, le gouvernement a entrepris, à travers la SONAMIC, des études pour comprendre qu'est-ce qu'on a dans le sous-sol, la partie minière, l'extrême nord, l'est, hein, le Tibesti, le Nedi, Adifira, Wadaï, le Bata, le Sila, le Guéra, l'extrême sud, les différents monts, les monts de l'âme et tout ça, pour voir le Maïkebi, là où il y a des montagnes en tout cas, pour voir qu'est-ce qu'on a comme richesse. Et nous avons des richesses inouïes. Toutes les formes de richesses minières les plus rares et les plus chères. Que ce soit l'or, que ce soit le tungstène, que ce soit l'antimone, que ce soit le tantal, le cobalt, le diamant. Toutes ces ressources sont disponibles. Donc nous devons faire les recherches minières et les mettre sur le marché à travers des sociétés, des entreprises de grande envergure, permettre d'aller plus vite que le pétrole. Le pétrole, c'est plus lent, c'est plus long. Entre le moment de faire les recherches et d'amener le premier bateau, le premier baril, de sortir le premier baril, et pour les mines, du premier coup de pioche jusqu'à la première recette, pour les mines, c'est plus rapide. Donc nous allons aussi accélérer dans ce sens. On va marcher sur les deux, hein, sur nos deux jambes, en tout cas minières et pétrolières, mais on va faire que les mines deviennent un deuxième pilier qui puisse nous aider à avoir plus de ressources pour financer davantage notre développement, et aussi de rendre plus de services publics à nos populations.
éduquer les enfants, la santé, les routes, connecter le pays dans son ensemble. Mais pour ça, pour que les mines et tout ça, il faut plus de transparence, plus d'accueil, plus de qualité, et montrer aussi le potentiel. Montrer le potentiel, c'est ce que nous faisons. Montrer la vraie image de notre pays. L'image d'un pays qui accueille, d'un pays qui se modernise, d'un pays où il y a moins de corruption, où les entrepreneurs, quand ils viennent, ils connaissent les règles du jeu, ça va plus vite. Mettre en place les guichets uniques là où il faut. Hein? Et avoir une justice qui est rapide, qui est comparable au meilleur traitement, hein? Qui rend justice aux entreprises quand elles ont raison et qui ne les condamne pas quand elles ont raison. Hein? Faciliter, avoir des procédures pour la douane, pour les impôts de manière digitale et ne pas embêter les entreprises par des contrôles inutiles. Monsieur le ministre, c'est beaucoup plus, ce sont des préoccupations que vous allez les prendre en compte à long terme. Mais à court terme, qu'est-ce qui se fait? Parce que déjà aujourd'hui, l'exploitation minière, bien qu'artisanale, fonctionne. Disons que l'exploitation artisanale qui fonctionne, disons, c'est l'exploitation de l'or, pour le moment, hein, pour l'or. Mais pour l'or, c'est des petites quantités que les populations, les orpailleurs, hein, vont en brousse, dans toutes les brousses du Tchad, ils collectent petit à petit et ils vendent. D'autres agrègent, je pense, et qui exportent. Quand ils exportent, à l'époque, l'or était pratiquement criminalisé, c'est-à-dire qu'on interdisait l'exportation. Donc, les gens prenaient l'or du Tchad, ils allaient à gauche, à droite, au Cameroun, au Niger, ou bien ils se cachaient pour l'exporter. Le gouvernement n'avait ni la traçabilité, et ça entrait partout au monde sans que ça ne soit même estampillé comme or du Tchad. Donc même l'amélioration de notre image, de démontrer que le Tchad est un pays qui a de l'or, on ne bénéficiait pas de ça. Donc, et l'or, c'est comme une devise. Les taxes sur l'or sont très faibles. Quand l'or qui ne t'appartient pas. Quand l'orpailleur trouve, c'est son or à lui. Ce n'est pas l'or du gouvernement. Parce qu'il a payé des petites taxes pour travailler, et c'est un Tchadien. Le gouvernement n'a pas pu lui trouver du travail, en quelque sorte. Il est parti se débrouiller, il a eu quelques grammes d'or. Ou bien 1 kilo, je ne sais pas, quelques grammes d'or, il vend, il vit avec. Cet or, quand il part, il y a des taxes très symboliques qui sont prélevées pour des raisons statistiques. Et cet or part. Maintenant, comme on a facilité, qu'on n'a plus criminalisé ça, cet or qui partait comme ça, même avant, pendant plusieurs années, sans que personne n'ait les traces, est tracé par nos services. Et mieux encore tracé par les services des douanes des pays, d'autres pays, comme ceux des Émirats. Et c'est maintenant qu'on arrive à savoir que vous avez tel or. Ce n'est pas qu'avant, il n'y avait pas de l'or tchadien qui sortait. Donc cet or qui n'appartient pas au gouvernement, mais qui est celui du Tchad, démontre également aujourd'hui à la face du monde que nous avons un grand potentiel. Et maintenant, les entreprises, tous les pays vont vers les entreprises. Les entreprises vont là où c'est plus accueillant, là où il y a plus de potentiel. Maintenant, cet or que les petits orpailleurs ont déniché, ont fait qu'on a pu exporter, cet or aujourd'hui valorise le Tchad et montre que le Tchad est un pays de destination de production d'or. Et ils font l'or, après ils trouvent autre chose, ils sont dans, voilà, c'est plus les orpailleurs qui ont fait qu'on a découvert ça. Ce n'est pas comme l'or où c'est l'État qui s'est mis en avant. Donc maintenant avec ce potentiel découvert par les orpailleurs, l'État met les moyens et démontre et va, disons, présenter, faire la promotion de nos richesses minières, comme dans les autres pays, hein, l'Afrique du Sud, Botswana, même beaucoup de pays le Ghana, hein, la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pays qui ont une vieille tradition déjà, et donc nous allons nous y investir. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, comment entendez-vous assurer une répartition équitable des investissements publics pour que chaque région puisse tirer profit vraiment pour son développement? Disons que déjà,
l'État a pris, le chef de l'État, dans le cadre depuis qu'il est en exercice et dans le cadre de son programme politique, a mis en avant, et il a été voté par rapport à cela, c'est dans la Constitution, que nous allons aller vers davantage de décentralisation, autonomiser les provinces et connaissent leurs difficultés et peuvent apporter aussi des solutions au plus près des populations. Ça, c'est l'un des actes essentiels. C'est que le développement, ça ne doit pas se décréter que, ou bien de N'Djamena, mais dans chaque région, il y a les conseils provinciaux, il y a les élus, il y a les communes qui vont y travailler, qui vont apporter les services sociaux de base. L'État met à leur disposition un certain nombre de moyens. Ces moyens vont aller en augmentant. Donc, il y aura qu'elles vont recevoir plus de compétences et à chaque fois qu'elles auront plus de compétences, elles recevront aussi plus de revenus. Et les provinces qui sont productrices des ressources minières, des ressources pétrolières ou bien des ressources du sous-sol auront aussi leur partage qui est là. En plus de cela, le budget, il est plutôt géographique. Nous arrivons à suivre les investissements par province. C'est-à-dire? Quand on programmait les investissements, on sait, voilà, dans chaque province, ce qui est disponible, ce qui est nécessaire, ce qu'il faut faire. Et dans le cas du SICFIP, on sait que voilà ce qui est prévu cette année dans telle province, dans telle province, dans telle province. Et progressivement, donc, il y aura cette équité territoriale. Ce qui n'était pas il y a quelques années où il y a eu un grand déséquilibre parce que personne ne suivait cette dimension territoriale des investissements. Alors, Monsieur le ministre, vous allez permettre que nous puissions peut-être aller de l'autre côté, retrouver notre confrère qui est devant la corbeille des questions de nos internautes. Il a certainement peut-être des éléments. Il va prendre, nous allons le retrouver. Roms, je ne sais pas si tu nous suis, mais nous allons te remettre le micro pour que tu poses les questions de nos internautes. On va peut-être aller progressivement, si tu permets, de prendre une ou deux questions. Monsieur le ministre va répondre avant d'avancer ou bien de vous remettre encore une deuxième tranche avant de revenir sur ce plateau. Alors, je te remets la parole de l'autre côté. Voilà, merci Monsieur Emmanuel. Des questions, il y en a assez. Comme vous l'avez dit, on va aller de façon structurée. Alors, nous avons quelques questions, mais nous allons commencer avec quelques-unes. La première est celle de savoir, dans un contexte où la rationalité budgétaire prétend ordonner le réel, comment concilier la finalité transcendantale du développement qui relève d'un devenir collectif et symbolique avec la contingence des infrastructures financières qui ne sont que eux-mêmes que des fictions de confiance dans la quête d'une économie nationale qui prétend à la fois à l'autonomie et à la connexion. Ça, c'est la première question. La seconde, la deuxième... Attendez là. Vous avez compris un peu la question là? OK. Parlons vrai, il faut être... D'accord. La question, elle est un peu longue, donc je vais la répondre pour Monsieur le ministre. Oui. Dans un contexte où la rationalité budgétaire prétend ordonner le réel, comment concilier la finalité transcendantale du développement qui relève d'un devenir collectif et symbolique avec la contingence des instruments financiers qui ne sont eux-mêmes que des fictions de confiance dans la quête d'une économie nationale qui prétend à la fois à l'autonomie et à la connexion? Je pense que Monsieur le ministre aurait... C'est trop de littérature et on a pas... Il fait un peu la philosophie ou bien transcender quoi? Rome, je ne sais pas si tu peux... Il y a une autre question que vous pouvez... Oui, ce qu'on va dire, c'est qu'on va demander à ce que nos internautes aussi puissent nous aider à avancer. Okay. Le ministre est disposé à répondre à ces éléments. Donc, on peut être bref, précis, pour que nous puissions avoir des éléments de réponse aussi plus clairs. Est-ce que tu as une autre question? Parce que ce que tu viens de faire, on a comme l'impression que c'est une analyse ou bien c'est un complément, on ne sait pas trop. Alors, donc, on va revenir tout à l'heure dessus. Peut-être que l'internaute nous suit, il va revenir aussi. Okay. Si on peut prendre une autre question, Roms. Ok, merci. La suivante est celle de savoir, avec ce plan national de développement, qu'est-ce qui la différencie des précédents plans? Ça, c'est la seconde. La troisième est, Monsieur le ministre, 2030, c'est dans 5 ans. Et en ce qui concerne l'immensité du pays et ses défis, ce plan est-il réalisable dans un délai? Merci beaucoup.
qu'est-ce qui différencie ce plan? Chaque plan est relié à son contexte. Nous avons un contexte où, grosso modo, la population on a une jeunesse, on a une population qui veut avoir un meilleur vivre, avoir de meilleures conditions de vie, avoir plus d'électricité, plus d'eau, plus de routes, une meilleure éducation, une meilleure santé, des emplois. Pour ce faire, le Tchad doit être un pays capable. Un pays capable, c'est un pays qui produit comme un certain nombre de biens de consommation localement, qui n'importe pas tout de l'extérieur, qui a une balance commerciale positive. Quand tu as une balance commerciale, ou bien une balance de paiement déficitaire, ça ne marche pas. Notre balance de paiement, elle est positive parce que nous exportons des produits du sous-sol. S'il n'y avait pas de pétrole, nous aurons une balance commerciale qui risque d'être déficitaire. Pourquoi? Parce que nous importons nos habits, nous importons beaucoup de produits, les médicaments, les produits, les médicaments, beaucoup de biens de consommation sont importés. Donc maintenant, avec ce PND, l'idée, c'est de tout faire pour que tout ce qui est textile, qu'on puisse produire localement, qu'on réduise. Les produits de santé animale, les produits de santé humaine, les aliments pour le bétail, que nous exportons plutôt la viande que le bétail sur pied. Et nous avons beaucoup de bétail. Que nous puissions produire du lait, que nous puissions avoir produire des engrais localement au lieu d'importer les engrais, que nous puissions être autosuffisants en termes de ciment. Le ciment, maintenant, nous importons. Le ciment, voilà, au moins faire des mélanges, davantage de mélanges ici, pour le ciment. Que nous puissions produire du fer, ou bien la ferraille qui est ici part à l'extérieur, nous pouvons transformer ça en ferraille ici. Donc, c'est tout ça. Si nous faisons tout ça, à chaque fois qu'on produit, qu'on transforme, on crée aussi des emplois. Parce que tout ce qui est transformé, il crée des emplois à l'extérieur. Donc nous sommes en train de rapatrier en quelque sorte les emplois qui sont créés par notre consommation à nous. C'est-à-dire que la consommation actuellement, le modèle de consommation des Tchadiens et du Tchad actuellement, c'est de consommer des biens qui ont été créés grâce à des emplois qui sont à l'extérieur. Maintenant, c'est de domicilier ces emplois chez nous, en quelque sorte. C'est ça la bataille que tous les pays mènent. Que faire tout pour avoir une facilité dans les communications. Pour les écoles, nous envoyons aussi beaucoup, nous importons en quelque sorte le savoir. On envoie beaucoup de nos enfants à l'extérieur. Est-ce qu'il n'est pas possible au lieu d'envoyer les enfants à l'extérieur, d'amener les mêmes enseignants qui sont à l'extérieur ou bien avec les enseignants qui sont au Tchad et de leur permettre de créer des écoles ici. La santé aussi. Donc, c'est ça la philosophie, c'est d'aller vers le privé. De faire... Ailleurs, les écoles sont gérées aussi pour une bonne partie par le privé, y compris aujourd'hui à N'Djamena. Les écoles primaires, 90% à N'Djamena, c'est le privé national. On doit mieux l'organiser, mieux le structurer. Et mieux, voilà. Donc, et la santé aussi. Beaucoup de centres de santé sont tenus par le privé en dehors de grands hôpitaux. Donc ceux-là aussi, on doit mieux les organiser. Et qui ne cannibalisent pas le système public maintenant. Donc les médecins, ils sont... Voilà. C'est tout ça. La philosophie, c'est un peu ça. Et aussi de montrer la position géostratégique exceptionnelle du Tchad. On est le pays qui est vraiment au cœur de l'Afrique. Toutes les routes peuvent passer par nous. Toutes les fibres peuvent passer par nous. Tous les avions passent déjà par nous. Il faut que ces avions aient envie aussi d'atterrir chez nous. Absolument. Faire tout. Maintenant, on a Royal Air Maroc, Air Algérie qui viennent en un mois. On a beaucoup de bonnes nouvelles
qui arrive très à ce moment. C'est pas que c'est pas du hasard, c'est parce qu'il y a une certaine image, une amélioration de l'image du Tchad dans son ensemble qui est arrivée. Il y a une paix qui est là. Hein? Il y a une amorce de développement. Il y a un certain frémissement d'accueil, de bien-être, d'évolution qui se met en place. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu aux questions de Monsieur le ministre, comme ce téléspectateur, beaucoup aussi se demandent, en 5 ans, est-ce que c'est réalisable? Parce que le projet est tellement ambitieux que les gens se posent disons que la question, le projet, c'est, nous visons une croissance moyenne de 8%. Est-ce que c'est le seul pays à pouvoir le faire en 5 ans? Est-ce que... Moi, je pense que c'est assez réaliste. Ce n'est pas qu'on va développer tous les Tchad, il y aura des routes partout au Tchad, il y aura... non, ce n'est pas ça qui est dit. Le PND, il est... Quand on va dans les indicateurs, nous disons qu'on vise un taux de croissance moyen de 8%. Est-ce qu'il y a des pays qui l'ont fait en Afrique? L'Éthiopie l'a fait, la Côte d'Ivoire plus ou moins, et le Rwanda à certaines périodes. Le Bénin est sur certaines lancées. Donc nous pensons que nous aussi nous pouvons y aller. Pourquoi nous pouvons y aller? Parce que nous avons beaucoup d'atouts que tous ces pays n'ont pas. Certains de ces pays n'ont pas. Les richesses minières qu'on a, les 30 millions d'hectares qu'on a, on n'utilise même pas assez d'engrais. Si nous installons une usine d'engrais ici, cette usine, elle ne s'installe pas pour exporter, c'est pour d'abord consommer, et donc effet sur la production. Si nous, l'électricité, nous passons de presque de zéro, à un moment on était à 25 mégas. Maintenant, le nombre de centrales solaires autour de N'Djamena, il y a 6 ou 4 ou 5 ou 6, hein, et à l'intérieur du pays. Et donc tout ça, la production énergétique va plus que doubler. Entre là et les 5 ans, la production électrique va se multiplier au moins par 10. Déjà qu'on n'est pas si loin. Le nombre de routes qu'on veut faire. L'eau, l'électricité en dehors de N'Djamena et de certains centres, le reste des grandes villes, on peut les donner à des privés. Ailleurs, ça se fait. Et ça, nous, on va commencer par lancer les avis à manifestation d'intérêt et à recruter les privés. Là où l'État n'a pas pu faire. Ou bien l'État... Et pour ce qui est de nos villages, en plus des mesures maintenant de réduction sur le solaire qu'on a dit, en dehors du fait que le solaire, de manière même globale dans le monde, les prix ne font que baisser, nous allons y investir. Nous sommes membres nous sommes l'un des premiers pays à adhérer à l'initiative M300 de la Banque mondiale et de la BAD. Donc, qui vise à sortir 300 millions qui manquent d'électricité, à les éclairer. Il y a 600. Ça veut dire que la moitié des gens qui n'ont pas l'électricité à l'échelle de l'Afrique doivent l'avoir. Et le Tchad fait partie de cette initiative. Nous pensons qu'on peut y arriver. Donc, quand je regarde tout ça, et avec la capacité du privé, même le privé national se mobilise. La chambre de commerce, le patronat, beaucoup de bonne volonté, tout le monde est en train de se battre. Donc, moi, quand j'entends 5 ans, que c'est pas, il faut avoir de l'ambition, il faut être optimiste, il faut être positif. Ce n'est pas qu'on a commencé maintenant. C'est qu'il faut dire qu'on a mis en place beaucoup de facilités déjà depuis plusieurs années. Nous avons mis le SICFIP. Nous avons mis e-tax, nous avons mis la facturation électronique, nous avons introduit un dispositif fiscalo-douanier favorable aux investisseurs, l'un des meilleurs qu'on a en Afrique. S'il y a un autre pays qui a de mieux, nous essayons de nous adapter. On va encore continuer dans le cadre de la loi de finances à venir. Nous avons le code, vous avez suivi le code du travail, ça fait combien d'années? Peut-être depuis les indépendances, il n'a pas été touché. Le code, il est pratiquement sur la table du gouvernement pour intégrer les nouveaux métiers, les nouveaux modes de travail, le télétravail, les jeunes, les start-up, les entreprises individuelles, un certain nombre de choses que notre code ne connaissait pas. Donc tout ça a été introduit. Et donc quand
toutes les facilités, tout l'outillage est là. Une université de 12 000 places pour les jeunes, scientifiques, polytechniques, drones et toutes ces histoires. Qui va s'installer? Robotique. Donc les choses changent. Donc c'est 5 ans, mais on ne va pas. Il faut maintenir la cadence. Et je pense que le chef de l'État, on a fait la paix. On a beaucoup progressé sur ces années. Et nous ne connaissons pas. C'est un travail qui était déjà progressivement de la pédagogie. Maintenant, on est arrivé à un niveau où, grosso modo, une bonne partie de la population, ou bien de l'opinion, c'est le sentiment que j'ai, peut-être je peux me tromper, a compris un peu. Ce n'est plus le mode de développement où on fait des rapports pour dire qu'il ne marche pas au Tchad, les gens sont en train de mourir de famine, venez rapidement nous donner un peu quelques sacs de je ne sais pas. Ça ne marche pas. Ça, c'est derrière. Ça, c'est les anciens modèles que les Africains faisaient. Ça n'a pas marché. Les Africains qui ont réussi, c'est ceux qui mettent le business en avant, ceux qui mettent du gagnant-gagnant, ceux qui aident le privé à travailler. Et nous avons une chance inouïe, cette digitalisation qui est là, cette transparence qui est là, cette facilité de communiquer. Justement, peut-être avant de donner la parole à Emmanuel, il y a certains qui se demandent comment sera financé ce plan national de développement. Pour d'autres ignorants, j'allais dire que ça serait peut-être une dette de plus sur l'État tchadien. Ou bien ça serait juste des investissements gagnants-gagnants que ceux-là qui viennent investir et puis trouvent leur gain et ça profite aussi à la population. Comment ça va se faire, ce financement national de développement? Voilà, il y a 268 projets. Sur ces 268 projets, nous pensons grosso modo qu'ils vont nécessiter dans les 30 milliards de dollars. La moitié, c'est des financements, à peu près 46%, c'est des financements privés. Par exemple, les abattoirs. Vous savez, nous, on a mis combien d'argent dans les abattoirs? Peut-être 80 milliards. On n'exporte pas encore grand-chose. Donc ces 80 milliards, au lieu de les mettre dans les abattoirs, on aurait pu les mettre sur les routes et laisser les privés faire les abattoirs. Encore que les Tchadiens même, sur les aires d'abattage, arrivent à concurrencer, à faire mieux les abattoirs. Donc ce n'est plus de ne mettre l'argent public que là où le privé ne peut pas le. C'est ça la grande philosophie. On a voulu faire une usine de fabrication de médicaments. Ben, c'était trop cher, ça n'a pas marché, ça s'est arrêté. L'État n'a pas dépensé grand-chose, mais on aurait pu laisser le privé faire. En France, aux États-Unis, dans Inde, partout, c'est les privés qui font les usines de fabrication de médicaments. Pourquoi au Tchad, c'est l'État qui doit faire? Les usines de fabrication de tracteurs. Ailleurs, c'est le privé. Au Tchad, on a pensé que le public peut le faire. Du jus naturel, par exemple. Voilà. Donc, de Doba et un certain nombre de choses. Donc, tout ça, c'est ça que les 30 milliards, là, une partie, donc on laisse le privé faire. Sinon, l'État va aller s'endetter, comme l'usine textile qui a ça, où on s'est endetté, on a mis l'usine, maintenant, nous payons les salaires des agents des usines. Et eux, ils ne produisent rien. Parce que c'est des choses du privé. Si ailleurs, même l'enseignement est pour une bonne partie privatisé. Ben, nous, on ne peut pas, les productions marchandes prennent de la dette et dire qu'on va être compétitif sur le marché mondial. Donc on laisse le privé faire, le privé va mieux travailler, va générer des emplois, va générer des impôts pour l'État, et ces impôts vont être pris pour être mis sur les routes, sur la formation, sur la santé, sur les biens non l'offre de services non marchands, ou bien qui ne peuvent pas être faits par le privé. Donc ça c'est cette partie. Maintenant, l'électricité. Un privé, une ville comme Moundou ou Abéché, un privé peut y travailler et plus ou moins se gagner de l'argent. Mais dans une petite ville, ou bien un petit village de 100 habitants, 300 habitants, mais le privé ne peut pas gagner de l'argent. Et l'État ne peut pas abandonner ces Tchadiens. Donc l'énergie rurale, l'État il va investir. Donc, dans l'énergie rurale. C'est ça, même s'il faut s'endetter. Même s'il faut s'endetter,
pour là où le privé ne peut pas. L'État y va. Voilà, l'État y va, même s'il faut qu'il mobilise des fonds par dette, des dettes. Et c'est ça la partie dette va concerner ce que le privé ne peut pas faire ou ce qui n'atteint pas la masse critique pour que le privé y investisse. Grosso modo, peut-être à quelques exceptions près, voilà grosso modo l'idée. Les services de défense, de sécurité, hein, de route, tout ça le privé ne peut pas, on ne peut pas privatiser ça. Donc l'argent public doit aller dans ce que l'État ne peut pas faire. C'est un peu le modèle qui marche dans le monde ailleurs et c'est ce modèle qu'on veut faire. C'est ce modèle que nous promouvons. Est-ce que, Monsieur le ministre, avant de retrouver ROMS, est-ce qu'on peut dire que les fonds mobilisés par le PND étant des fonds extérieurs, est-ce qu'on peut dire que c'est des prêts qui seront remboursables? Non, quand les privés investissent, ils prennent des risques. Ce n'est pas des prêts. Parfois, nous co-investissons avec eux. Okay. En ce moment, soit l'État met à travers le Trésor, ou bien par des financements, par des dons, ou bien par des prêts aussi. Mais pour une partie, c'est des privés, des prêts. J'allais dire des investissements directs étrangers. Une partie, c'est par des financements, Banque mondiale, les grandes institutions de développement qui nous accompagnent. Une partie. Une partie, c'est le budget de l'État. Mais pendant les 5 ans là, même sans le PND, on construit les routes, on construit toutes ces choses-là. C'est tout ça qui est aussi comptabilisé. L'État fonctionne, maintenant nous construisons déjà des routes, nous construisons des stations pastorales, nous construisons des bâtiments pour l'administration. Tout cela fait partie aussi du PND. Mais ça, c'est ce que le budget général de l'État, c'est l'État qui va supporter. Ça ne va pas être la partie la plus importante, mais l'État, il va mettre aussi du sien. Monsieur le ministre, permettez que nous puissions prendre encore de l'autre côté une ou deux questions, parce qu'il y a certainement beaucoup de questions. Roms, est-ce qu'on peut avancer? Oui, Monsieur Emmanuel, nous avons encore quelques questions. Alors, la première est celle de savoir quelle est la manière d'inclure les femmes et les populations vulnérables, les jeunes, dans la stratégie de ce plan. Et puis, quels sont les risques liés à la dépendance sur les ressources naturelles et comment le plan prévoit-il de mitiger ces risques? On va aller progressivement, si tu permets. Ok. Donc, les jeunes, je pense que j'ai un peu évoqué, brossé la question des jeunes. Les jeunes, ils ont besoin les tout jeunes, les tout petits, la formation, l'éducation. L'État on va digitaliser tous les curricula, tous les livres, par exemple, il faut les digitaliser. Et qu'il faut créer une plateforme pour que chaque enfant, on puisse télécharger, lui envoyer par WhatsApp ou bien sur les tablettes. Ce n'est pas que chaque parent puisse avoir accès, où est-ce qu'il se trouve, à tous les livres qui sont utilisés au Tchad, de manière digitale. Ça, c'est la partie digitale. Aller là où il n'y a pas l'école, où il n'y a pas une masse critique, où il faut faire des cantines, il faut mettre en place des cantines. Que l'école soit un peu partout, que tout le monde ait accès à l'école. Soit par le biais du ministère, soit par le biais du privé, soit par le biais des conseils provinciaux et même de communes. Parce qu'ailleurs, les communes aussi gèrent des écoles. Ça, c'est la partie pour les tout petits et les jeunes, pour la partie éducation. Pour l'école, c'est aussi les filles. Autonomiser les femmes, c'est le moyen le plus sûr, c'est l'éducation, la formation. Une femme éduquée, elle est plus autonome qu'une femme qui n'est pas éduquée. Donc, par exemple, sur aujourd'hui, l'accès au foncier dans le monde rural, dans certaines zones, il y aurait un peu d'inégalité entre les hommes et les femmes, du fait des questions de tradition, mais également, au moins, en milieu urbain, il est recommandé, c'est une mesure qui va être mise en place, que 30% des terres soient octroyées lorsqu'il y a attribution aux femmes ou aux filles, primo-acquéreuses, mais pas qu'on donne comme ça, parce que quand on faisait comme ça,
on a l'impression que les femmes n'étaient pas nombreuses lorsqu'il y a des attributions. Donc, il y a ces mesures aussi qui sont. Donc, dans le cadre des start-up, de financement particulier pour les femmes, donc nous les mettons en œuvre et nous recommandons et nous allons y travailler aussi. Robs, on peut encore prendre une question avant de revenir sur ce plateau, si tu permets. D'accord. Si vous le permettez, on vous donne carrément 2. Alors, pourquoi les pourcentages alloués aux provinces productrices des ressources naturelles telles que le pétrole ou encore les mines ne sont-ils pas visibles dans les provinces concernées? Et puis la deuxième, parlant du ciment, que devient la cimenterie de Baoré? Le Tchad est le seul pays où le sac de ciment se vend autour de 10 000 francs, alors que nous avons la matière première. Et si vous permettez, M. Aimant, j'ajoute la troisième qui est la plus courte. Quelles sont les espérances des succès du PND 2030? Quels sont quelles sont les espérances de succès du PND 2030? La question du PND revient pendant que nous n'avons pas ouvert encore ce chapitre ici sur le plateau, mais c'est déjà parti. Mais peut-être que c'est moi peut-être qui ai fait que ça. Disons que les 5%, c'est pas toutes les provinces qui avaient. C'est progressivement que c'est arrivé dans certaines provinces. Hein. Donc, en 1 an ou 2 ans, peut-être que ce n'est pas très visible, mais j'ai le sentiment que les provinces qui ont les 5% sont très jalouses de ça. Hein. Je ne pense pas que... Donc, je pense que c'est une bonne chose et il faut maintenir et aller dans ce sens. Et ça se reflète maintenant, nous, de manière évaluative, quand on élabore le budget, nous inscrivons directement la fraction des 5% aux provinces productrices du pétrole. Pour les mines, comme il n'y a pas d'industrie encore minière, et l'État même, pour le moment, ne reçoit rien, et on a l'impression que les provinces où il y a beaucoup de mines, les populations sont beaucoup plus à l'aise encore, hein, donc elles reçoivent déjà d'une certaine manière leurs 5%, hein, si je puis dire. Donc c'est l'État qui n'a pas gagné grand-chose dans les mines pour le moment, hein, et le reste des Tchadiens. Le ciment, évidemment, c'est vrai, Baoré est là, Baoré est à l'arrêt, nous payons la dette, l'État est en train de payer la dette qui a servi à construire la cimenterie de Baoré. Comme c'est une cimenterie publique, elle n'est pas bien gérée, l'État ne gère pas bien les entreprises, ce n'est pas propre au Tchad, donc on ne peut pas inventer un système propre au Tchad qui puisse marcher alors que ça n'a marché nulle part presque. Hein. Peut-être que dans 2 ou 3 pays, mais en général, c'est le privé qui gère, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et la cimenterie de Baoré va être privatisée et en plus d'elle, il y aura d'autres cimenteries, plus celle qui est à Yarmaya, qui vont s'installer et je pense que ça va permettre de tirer les petits prix vers le bas. Il n'y a pas d'autre moyen que la concurrence pour faire baisser les prix. Donc l'État a enlevé les taxes. Mais si l'État a enlevé les taxes et que ça ne baisse pas, l'État ne va pas subventionner le ciment. Le ciment, ce n'est pas un produit de première nécessité, je pense. Donc, quelles sont les espérances de succès du PND? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'engouement. Donc, il y a beaucoup d'engouement, j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'il va bien réussir. Et en général, j'ai l'impression aussi et le sentiment que les Tchadiens, ils adoptent beaucoup ça. Et tous ensemble, les Tchadiens, quand ils sont tous ensemble, ils font beaucoup de miracles. Hein. Ils défendent bien leur territoire. Voilà, alors, Monsieur le ministre, nous allons peut-être rouvrir ce chapitre, même si nous l'avons déjà touché. Beaucoup se posent des questions, et 2 fois des questions aussi assez simples. Tchad Connection 2030, c'est quoi pour le citoyen lambda? Et qu'est-ce qu'il y a de plus et quel est l'impact surtout de ce PND-là dans la vie des Tchadiens? Beaucoup se posent cette question. Qu'est-ce que vous allez répondre, Monsieur le ministre? Voilà. Disons que c'est un plan ambitieux, mais c'est un plan aussi
qui veut connecter les Tchadiens à leur héritage, à leur histoire, à leur géographie, à leur position géostratégique, hein, et aussi à leur potentiel. Et aussi nous ramener à se dire que nous sommes ce que nous voulons être. Donc, nous sommes, si nous encourageons le privé, si nous avons foi au secteur privé, nous pensons que le secteur privé peut aider, national et étranger, peut aider à ce que notre pays se développe, nous devons prendre la bonne option, une fois pour toutes, et faciliter la vie au privé, les aider à s'installer, les aider à grandir, les aider à créer des champions. Vous prenez par exemple Dangote, ben, c'est quelqu'un d'admirable. Mais il est de Maïdougouri, je ne pense pas loin de Maïdougouri, de Kano. C'est un peu la même géographie que le Tchad. Sociologiquement, il y a des populations du Tchad qui ont biberonné, baigné, et évolué dans la même culture. Pourquoi, si c'est au Nigeria, on peut avoir ce genre, pourquoi quand c'est au Tchad? Donc nous devons nous poser ces questions et aider le privé. Aujourd'hui, des gens comme ces champions dans certains pays, ils font que leur pays progresse à des vitesses extraordinaires. Donc, nous devons avoir foi en nous, foi en notre potentiel. Et dès que les Tchadiens mettent leur argent en banque, à un moment, on embêtait les Tchadiens quand ils mettent l'argent en banque. Ils mettent l'argent en banque, on les embête, tout le monde regarde ça, ils ont peur, ils ne mettent plus l'argent en banque. Quand ils amènent à la maison les enfants, ou bien ça leur crée de l'insécurité. Donc, c'est devenu même un problème quand tu as de l'argent pour les opérateurs économiques. Donc, ils passaient la moitié de leur temps à regarder comment ils vont faire avec cette affaire. Donc, maintenant, le gouvernement a mis en place, et le Parlement a légiféré ce matin, je pense que vous avez suivi, a ratifié la loi sur le secret bancaire. C'est pour renforcer notre système bancaire, pour renforcer l'épargne nationale. Nous avons à peu près 900 milliards de CFA que les Tchadiens gardent chez eux. Et comme de tradition dans les familles tchadiennes, ils ont toujours un morceau, une pièce d'or dans pas beaucoup de familles. Donc ça aussi, c'est de l'épargne. Donc tout cet argent, il est hors circuit bancaire. Il est stérile en quelque sorte. Il n'est pas fécond, il ne produit pas. Maintenant, évidemment que dans une partie du territoire, il n'y a pas de banque. Mais tout cet argent n'est pas que dans la zone où il n'y a pas de banque. Une bonne partie est dans des villes où il y a des banques. Donc, avec cette mesure et avec cet environnement global de la confiance, hein, et à la restructuration de notre système financier, pour qu'il devienne aussi qu'on soit l'un des pays où on a le deuxième marché bancaire de la sous-région. Par la population, on est le deuxième pays de la CEMAC. Par le système bancaire, on doit aussi le deuxième pays au moins. Par l'économie aussi. Par l'économie, on n'est pas très loin. On est en train d'arriver. Pratiquement, peut-être on doit être la deuxième économie de la CEMAC. Par la population, nous sommes la deuxième. Mais, en termes bancaires, est-ce qu'on est la deuxième? Donc, on doit prendre les dispositions. C'est ces genres de lois qui vont nous aider. C'est la facilité aussi. Donc, on a 2 banques qui s'installent là. Hein? Voilà, 2 banques qui s'installent, d'autres qui arrivent, d'autres banques nationales, privées, publiques qui vont être privatisées, hein? Et des sociétés de fintech, émiratis et d'autres pays qui s'installent. Donc, le circuit financier je pense qu'il y aura une certaine évolution, pour ne pas dire une explosion aussi dans ce sens. On va mettre en place aussi une société nationale de recouvrement de créances pour prendre tous les mauvais crédits qui sont dans les banques pour donner à cette société dont le rôle sera de recouvrer et d'alléger les difficultés de nos banques. Et en ce moment, les banques se consacreront à financer l'économie, financer les entreprises. Et même nos banques, elles font partie prenante du PND, de la dynamique du PND. Il y en a qui ont déjà pris date avec nous et attache pour accompagner des privés. Et nos banques, nous les avons appelés aussi. On a eu beaucoup d'échanges avec eux. En les disant, vous connaissez les opérateurs économiques mieux que nous.
Parce que vous détenez leur argent, vous travaillez avec eux, vous leur faites des facilités, des lettres de crédit, des lettres... Donc vous les connaissez. Dites-nous quels sont ceux qui sont les plus sérieux. Accompagnez-les. Accompagnez-les, créez des champions nationaux. Les champions nationaux, ce n'est pas que c'est l'État qui a créé, c'est des banques qui ont créé les champions aussi nationaux dans d'autres pays. Et les banques aussi, beaucoup m'ont dit, on est en train de détecter 2 ou 3 chacun, 2 ou 3 pour les pousser. Monsieur le ministre, en connaissant un peu l'histoire de nos pays et surtout tout ce que notre pays a traversé, il y a encore cette méfiance-là des opérateurs économiques ou bien de ceux qui aujourd'hui ont de l'argent à aller vers un investissement réel sur le terrain. Cette méfiance, d'abord, elle est sécuritaire et ensuite, de l'autre côté aussi, de l'État. Oui, disons qu'il y a ça, mais aussi parce qu'il y a cette possibilité d'importer et de se faire de l'argent. Si tu importais des habits, des tissus, pour les vendre sur le marché, et tu gagnais ta vie. Maintenant que les sociétés de tissus s'installent au Tchad pour fabriquer l'industrie ici. Donc soit tu entres dans l'industrie toi-même, soit tu vas avoir des problèmes. Si tu importes de l'huile, il y a des gens qui sont spécialisés en importation de l'huile, ils gagnent bien sa vie. Mais maintenant qu'on produit l'huile localement, ben, toi tu n'as plus d'activité. Donc tu es obligé de te transformer en producteur d'huile localement. On a aussi reçu les opérateurs économiques. On leur a dit, écoutez, vous savez très bien importer, vous avez le circuit de distribution, vous connaissez le marché, c'est vous qui approvisionnez tous nos marchés, mais maintenant, la dynamique qui est prise, on a baissé il y a 2 ans l'impôt sur les sociétés et particulièrement l'impôt sur les sociétés industrielles, qui est passé à 25%, alors que le reste des sociétés, on est à 30%. Et il y a eu ça. Il y a toutes les facilités qui sont. Et il y a tout ce braquage de lumière sur le potentiel du pays. Et tous les privés internationaux qui veulent arriver. Soit vous entrez avec eux, ou bien vous venez vous-même, soit vous risquez d'être... Voilà. Comme c'est des gens aussi très brillants, hein, beaucoup ont compris. Alors, non, mais si on est un peu sur le mot un peu protectionnisme, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit un peu dans d'autres pays. Je pense que l'État, en mettant en place ou bien en adoptant cette loi, surtout sur le secret bancaire, quels sont maintenant, monsieur le ministre, les mécanismes qui vont accompagner cela? Parce que la méfiance d'aller déposer à la banque, c'est aussi ce secret bancaire-là. Quels sont maintenant les organes qui vont mettre en place réellement l'application de cette Donc, avant, jusqu'à il y a quelques mois, il y avait des mécanismes. Les gens se sont débrouillés dans l'Agence nationale d'investigation financière pour dire que tous les versements de plus de 5 millions, il faut les signaler. Donc les banques disent, tel A, monsieur A a versé 5 millions aujourd'hui, monsieur B a versé 6 millions, monsieur... tous les jours. Donc parfois, il y a des malins qui appellent les opérateurs économiques, illégalement, pour leur dire qu'écoute, tu as eu cet argent-là comment? Mais l'argent n'aime pas le bruit. Donc la prochaine fois, la personne, au mieux, elle ne dépose plus son argent en banque. Exactement. Même si elle n'est pas... Si c'est quelqu'un qui est dans des trucs louches, dans la drogue, c'est normal. Mais on ne peut pas systématiquement faire ça. La loi régionale et même internationale, c'est quand il y a des soupçons qu'on déclare. Et nous pensons que les agents de banque aussi, certains, ils aiment ça. Peut-être, hein, de complicité, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus ça. On ne déclare que s'il y a soupçon. Et là même, des mécanismes sont bien encadrés. Donc celui qui veut déposer son argent en banque, il part déposer. Personne ne va lui demander quoi que ce soit. Si quelqu'un lui dit, il n'a qu'à nous signaler. Hein? Donc il n'a qu'à signaler, normalement, il peut aller à la justice, tout ça. C'est illégal. C'est illégal, sauf s'il n'est pas clair. Mais la 99% des gens, ils n'ont pas de problème de légalité. C'est leur argent propre, ils ont bien gagné, donc pourquoi les embêter? Et donc, s'ils ne sont pas... Maintenant, les gens, ils suivent. Hein. S'ils voient qu'ils testent un peu, ils voient qu'il n'y a pas de problème, après, ils vont revenir. Mais il faut 3-6 mois pour que les lois portent tous leurs effets, minimum. Quand on exonère certains produits, on voit ça. Donc, le temps d'appropriation, le temps d'oublier aussi le passé. Hein? Voilà.
Monsieur le ministre, permettez que je revienne sur cette question, surtout sur la question des difficultés. La Tchadelec peine à satisfaire déjà la demande même de la population. Comment rassurer les investisseurs que cette question n'est pas un problème pour eux, par exemple? Donc nous, la Tchadelec, il y a beaucoup de... on est tous d'accord qu'il y a beaucoup de centrales à gauche, à droite qui sont en construction là. Donc la production de Tchadelec va augmenter. Elle va augmenter. Et nous investissons davantage. Donc il y a des privés pour lesquels on a discuté. Hein. Par exemple, pour la partie textile, il leur faut 20 mégas. À un moment, jusqu'à il y a 2 jours, l'État a investi avec eux. Ils étaient que non, il faut nous subventionner. À un moment, on dit, écoutez, comme c'est 20 mégas, mais construisons ensemble la centrale. Comme c'est la société n'a qu'à construire la centrale, elle prend sur ses dividendes. C'est rentable en 2 ans. Donc, par exemple, ça, on a réglé. Il y a pour les grosses, elles produisent elles-mêmes. Pour d'autres, nous encourageons aussi à des privés s'installer à côté. En plus de, la Tchadelec n'a pas le monopole de production et de vente. La Tchadelec produit, mais d'autres aussi peuvent avoir des licences. On a un régulateur pour le secteur de l'énergie qui peut donner des licences pour que les gens produisent. Les privés s'installent, soit c'est Tchadelec qui produit pour eux, soit un autre privé produit pour eux. Et donc l'offre de Tchadelec, bien sûr que l'offre actuellement, nos industries demandent, il y a des questions de transport, des questions de transformateurs à installer, un certain nombre d'investissements qui sont en cours. Il y aura beaucoup de signatures autour de l'énergie à Abu Dhabi qui feront que progressivement la production de Tchadelec va augmenter au même rythme, je pense, que les investisseurs qui vont arriver. Qui dit, monsieur le ministre de l'Investissement étranger, dit aussi des déplacements et surtout du transport. Aujourd'hui, on dit qu'au Tchad, le transport coûte très cher. Non seulement parce que le pays est enclavé, mais aussi des taxes. Est-ce que maintenant, avec ce PND, le déplacement, le mouvement des Tchadiens, aussi des étrangers au Tchad, sera un peu réduit? Je pense que quand vous parlez sur le transport aérien. Hein? Exactement. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'accords qui ont été présentés en Conseil de ministres il y a 2 jours, parce que vous avez vu, où les CAD signent beaucoup d'accords, ou bien ratifient beaucoup d'accords qui sont signés avec beaucoup de pays qui ont des compagnies aériennes. La concurrence fait que les prix baissent. Depuis que le Royal et l'autre est venu, et Air Algérie, les prix ont commencé à baisser. Vous savez, sur l'Égypte, la France, tout ça, les prix commencent à baisser. Ça, c'est de 1. Et le gouvernement va travailler sur la question des taxes aéroportières. Hein? Donc, pas qu'on est le pays le plus cher, mais il faut être dans la moyenne basse plutôt que dans la moyenne haute. Hein? À titre personnel, je pense, et le gouvernement y travaille. Ça, c'est 1. De 2, pour ce qui est des transports, les transports, ce n'est pas le plus gros des transports, c'est par les routes et même à l'urbain. Dans le cadre de ce PND, et dès la mise en place de la loi de finances 2026, l'État s'est engagé à exonérer les taxis, les bus, les minibus, les cars, tout ça, de droits de douane, quand ils sont utilisés pour le transport des personnes, à titre collectif. Les véhicules à l'importation? Non, pas tous les véhicules. Quand quelqu'un fait le taxi, un taxi, ou bien il fait un bus de transport interurbain pour aller à Mondou, ou bien à Sar, ou bien à Béché, tous ces bus. Tout ça, pas de droit de douane. Ça va faciliter, non? Ça, c'est aussi une mesure sur le transport. Sur le transport, nous pensons qu'il faut revenir à la navigabilité sur nos lacs, sur le lac, pour relier le lac, le Tchad, à travers le lac, le Nigeria et le Tchad, mais aussi à la navigabilité sur nos cours d'eau, nos différents fleuves. Hein, peut-être créer des sociétés de dragage, ou bien comment draguer et revenir, parce que le transport par fluvial est beaucoup moins cher, va avoir un effet sur le pouvoir d'achat des ménages. Hein. Transporter un sac de riz de Bongor à N'Djamena par les petits bateaux actuellement, c'est moins cher que par les
par les camions, même actuellement. Donc, nous devons encourager cela. Monsieur le ministre, parlez-nous un peu des mesures incitatives que le gouvernement compte mettre en place pour susciter ou bien permettre à ce que plusieurs investisseurs puissent prendre part à ce PND. Les mesures incitatives, c'est que nous avons un certain nombre de secteurs. L'industrie, l'agro-industrie, l'élevage, les énergies renouvelables, les NTIC, d'ici quelque temps les industries créatives et culturelles. Hein. Toutes ces industries bénéficient d'un système d'allègement fiscalo-douanier sur 10 ans, parmi les meilleurs au monde. Hein. Nous baissons sur 10 ans les différentes taxes. Et quand on recrute dans le monde rural, dans l'arrière-pays, ou bien dans les villes secondaires, même l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le personnel des IRPP diminue de 50%. Donc c'est quand même une bouffée d'oxygène que nous donnons aux investisseurs et un message très fort, donc ce qui est bien écouté par les investisseurs. Je voulais un peu que nous puissions un peu parler de mesures mises en place. Il y a déjà, on sait que la ILC existe, mais la question de la corruption va grandissant, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres mesures concrètes? C'est la digitalisation. Digitaliser les marchés publics, digitaliser les paiements, digitaliser les recettes. L'un des meilleurs éléments, les moyens, c'est ça, de lutte. Digitaliser, plus de concurrence, casser les monopoles, les lobbies, voilà, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et digitaliser la commande publique. Hein? C'est digitaliser les appels d'offres, mais le système d'appel d'offres digital est plus transparent et plus rapide. Et voilà, ailleurs ça a marché. Nous tendons vers la fin de l'émission, mais Monsieur le ministre, permettez que je pose peut-être une question. Est-ce qu'il ne faut pas mettre une unité de suivi pour que les fonds, par exemple, qui seront mobilisés, soient suivis de manière transparente? Parce qu'on a souvent comme l'impression qu'il arrive, il n'y a pas un suivi après ces éléments inscrits. Oui, merci beaucoup. Nous avons maintenant, dans le cadre de PND, un comité préparatoire avec des comités techniques. Nous avons, mais à partir dès que le PND aura été lancé, il y aura les mécanismes de gouvernance qui vont être déployés. C'est bien décrit déjà dans le texte du PND. Il y aura un haut comité d'orientation stratégique présidé par le chef de l'État. Ce comité stratégique présidé par le chef de l'État et par délégation par le Premier ministre aura sous lui un comité interministériel composé des ministres sectoriels, voilà, présidé par le ministre en charge du plan. Et à côté du haut comité d'orientation stratégique qui est plutôt national et qui est plutôt public, il y aura un investment board. Ça existe un peu dans un certain nombre de pays, Rwanda, Côte d'Ivoire et même ailleurs, ou même aux Émirats. Donc c'est une espèce d'organe de conseil qui se réunit une fois ou deux fois ou trois fois par an, présidé par le chef de l'État, avec pour moitié des opérateurs économiques, des capitaines d'industrie internationaux, et pour moitié des nationaux, qui vont assister aussi le chef de l'État pour lui dire, écoutez, voilà ce que votre gouvernement fait, voilà ce que le privé pense, voilà ce que vous avez bien fait, voilà ce que vous auriez pu mieux faire, voilà la petite idée qu'on a, voilà. Pour que nous ne soyons pas laissés entre nous, entre les secteurs publics, en train de tourner sur nous-mêmes parfois. Vous pouvez manquer d'idées ou bien ne pas avoir l'œil extérieur, un œil plus critique. Et peut-être avoir aussi ce que pense le privé de ce que nous sommes en train de faire. Et en dessous du comité interministériel, il y aura une unité de mise en œuvre, de suivi de mise en œuvre. Parce que le PND est mis en œuvre où? Il est mis en œuvre dans les unités de projection des projets, quand c'est des financements bailleurs. Il est mis en œuvre dans les ministères sectoriels. Et ces ministères ou bien ces unités de projet, pour des raisons de reporting, de suivi, mais aussi quand il faut que plusieurs ministres parlent sur ces sujets, l'unité va suivre, va mobiliser, va aider, va coacher, va tracer
Je ne veux pas dire qu'il va traquer, mais voilà, c'est une unité de plus technique qui est là et qui va travailler sur ça. Donc tout ça est là, on lance et après, immédiatement, lors du PND, je pense, le chef de l'État, si se décide, sera annoncé la constitution de l'Investment Board, quels sont les privés internationaux qui sont retenus et quels sont les nationaux qui sont retenus. Et ensuite, dès que de retour à N'Djamena, vont être déployés les organes de gouvernance et on va commencer à travailler. Monsieur le ministre, pour certains, ce n'est pas seulement ces projets-là, mais c'est aussi la gestion de ces projets. Et cette gestion implique notamment des hommes capables pour le faire, et surtout des hommes intègres et qui ont cette notion-là du patriotisme et refusent un peu tout ce qui est corruption ou bien détournement des deniers publics. Quels sont maintenant ces mécanismes ou bien comment s'opérera le choix de ces hommes qui dirigeront surtout des projets, que ce soit financé par l'État ou bien par les bailleurs? Disons que les projets, par les bailleurs déjà actuellement, les unités des projets, les responsables... Vous laisserez à ces bailleurs-là eux-mêmes de choisir des coordonnateurs de projets ou bien l'État s'y mixera encore? Non, l'État ne s'y mixe pas. Maintenant, les coordonnateurs sont recrutés par appel d'offres actuellement. Depuis quelque temps, c'est ça qui est retenu. Donc, ça va être comme ça. Des Tchadiens, on va prendre le plus compétent, celui qui a les meilleures références. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'opère. Je pense que vous êtes un peu au courant de ce qui se passe maintenant. Et deuxièmement, ça c'est pour ce qui est des financements bailleurs, qui c'est plutôt public, ça c'est l'État. Mais il y a les privés purs. Un privé, il vient, lui recrute qui il veut. C'est son argent, c'est son entreprise. Nous, on lui donne les facilités. L'unité qui est là est suivie jusqu'au chef d'État. Cette unité s'assure que le privé, il a toutes les garanties et toutes les facilités prévues par la loi. Et qu'on ne lui crée pas des blocages, des retards, de la bureaucratie pour des raisons inavouées. Donc, c'est ça. Donc, si nous faisons ça, et si nous travaillons tous de bonne foi, et avec la capacité de suivi du chef de l'État, je voulais aussi, si vous permettez, rendre un certain hommage au président. Depuis le début de la transition jusqu'à maintenant, il a quand même une capacité de suivi des projets, des programmes, des réformes quand même assez importantes, qui a fait qu'on est arrivé avec beaucoup de délicatesse à sortir de cette transition et à entamer autre chose. Pour ce qui est de ce qui le concerne, je pense qu'il a cette capacité de suivi et de pousser pour que les choses évoluent. Et pour ce qui concerne les autres, au gouvernement, voilà, au ministère de l'économie, nous y travaillons. Nous poussons aussi. Nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission, mais monsieur le ministre, permettez, c'est pour moi la grande question de l'émission, et surtout, vous allez profiter aussi pour dire en 2-3 mots votre dernier mot. Alors, est-ce que c'est facile d'être ministre des Finances, surtout dans un pays comme le Tchad? Ministre de l'économie et du plan, il faut surtout, oui. Disons que c'est pas de repos. C'est pas de repos. C'est pas du tout repos. Quand vous êtes des ministres des Finances, du budget, des économies fragiles, maintenant, plus ou moins, c'est quand même... c'est comme quand tu es sur un malade, tu gardes malade. Donc, quand tu gardes malade. Donc, à un certain moment. Mais c'est géré avec son intime conviction. Et avec parfois l'intime conviction et toujours être de bonne foi. Même quand on se trompe, il faut être toujours de bonne foi. Et il faut être ferme quand il faut être ferme. Même s'il faut rester très courtois, il faut être ferme quand il faut. Mais il faut savoir surtout que encourager le privé. Encourager vraiment le secteur privé. Ça, c'est quand on est à l'économie. Encourager le secteur privé. Si le secteur privé est très rassuré, il peut même produire... Tout le monde est un peu... Il fait du privé, le petit agriculteur, le petit éleveur, tous ces gens, c'est ça le secteur privé aussi. Donc, ça,
Le boulot du ministre des Finances, c'est de gérer aussi la rareté. Et parfois, il y a beaucoup d'impatience aussi. Et parfois, beaucoup pensent que quand on est ministre aux Finances, il y a toujours, ou bien la caisse de l'État, c'est l'argent qui entre, c'est ça qui sort. Quand l'argent n'entre pas, ça ne peut pas sortir. Et on ne peut pas sortir plus que ce qui est entré. Donc, augmenter les recettes et maîtriser les dépenses. Et à tous les niveaux, il y a beaucoup de difficultés aussi. Et en même temps, voilà, l'économie, c'est augmenter les recettes sans tuer la poule aux œufs d'or, sans tuer les entreprises. Augmenter les recettes, mais permettre que les entreprises puissent augmenter et voilà. Mais ne pas tuer les recettes en donnant tout aux entreprises aussi. Donc, c'est tous ces équilibres-là. Et voir les comparables. Et ne pas laisser fuir les entreprises qui vont aller dans d'autres pays ou bien dans d'autres environnements. Donc, c'est cette quadrature-là. Voilà, c'est un ministère où ça fait... on gère les ressources de l'État, les ressources du pays. C'est une grosse responsabilité. Hein, c'est une très grosse responsabilité. On est conscient et on est aussi honoré hein, de faire comme on peut pendant qu'on est là. Donc voilà, chaque jour il suffit sa peine. Et quand on sort du bureau, il faut sortir du bureau. Il ne faut pas amener les problèmes du bureau jusqu'à la maison. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Voilà, sinon on ne peut pas se réveiller. Voilà. Alors, monsieur le ministre, il ne me reste qu'à vous dire merci pour avoir accepté d'échanger avec nous, surtout à bâton rompu. C'est à moi de vous remercier. Merci pour l'invitation. C'est la première fois que je viens chez vous. Je vois vos studios, vous êtes bien organisés. Et donc, je suis très fier du travail qui est fait. Vous-même, comme dans beaucoup de médias, je vois beaucoup de jeunes qui se battent, qui s'en sortent. Et nous devons faire tout pour que la vie vous soit facile et que le travail vous soit facile. Donc, je vous encourage et merci pour tous les soutiens que vous apportez au PND et au cadre dans son ensemble. Merci aussi pour ces mots, ces compliments. Nous les prenons avec beaucoup de joie et nous allons continuer par collaborer et nous sommes disposés à accompagner surtout pour amplifier les efforts que vous faites et tout ce que vous faites. Merci aussi à Cheikh. Merci pour cette co-présentation. Merci à Monsieur le ministre d'avoir échangé avec nous, surtout comme vous l'avez dit, à bâton rompu. Tout on à fait. Pu faire le tour de sujet, mais ça ne finit pas. On aura peut-être l'occasion, une fois de plus, encore d'échanger avec lui, de discuter sur l'évolution qui a été faite. Non, merci beaucoup. Ben, ce serait un plaisir. Hein, je reviendrai plus souvent, j'espère. Donc, ça fait plaisir aussi de faire votre connaissance. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Roms. Merci aussi à toi de l'autre côté pour avoir assuré. Merci, M. Emmanuel. Merci également à M. le ministre qui a pu répondre aux questions de nos téléspectateurs qui les ont posées. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez suivi, c'est votre émission Parlons Vrai. Nous avons reçu le ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale. Nous aurons certainement d'autres numéros qui seront tournés dans la semaine et nous vous tiendrons informés. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.